Bienvenue, merci d'être là. Bienvenue à vous pour aborder avec nous le sujet de l'IA. Ce beau webinaire qu'on a pris plaisir à préparer pour vous. L'IA est déjà là. L'enjeu y voir clair pour décider juste. Alors, petit rappel en fait technique pour que le webinaire se passe bien. Vous êtes assez nombreux et on en est ravis. Merci pour ça. Mais du coup, on va vous demander à tous de bien couper vos micros. Pour le bon déroulement de ce webinaire. Et puis également, deuxième rappel, ce webinaire est enregistré, sera rediffusé aussi en replay. Donc, si certains sont gênés par rapport au droit à l'image, n'hésitez pas à couper votre caméra. C'est important. Alors, on va commencer par se présenter. Tout à fait. Arnaud. Donc, écoutez, je suis ravie en fait d'être présente avec vous et de vous présenter Arnaud Attagnan. Arnaud est consultant, formateur et conférencier dans le domaine de l'IA. Il intervient aujourd'hui dans tout secteur d'activité et pour tout type de structure, aussi bien le monde privé que le monde institutionnel et le monde associatif. Et la particularité d'Arnaud, il a un point commun avec les VACOM, il est vraiment dans le sur-mesure, l'accompagnement sur mesure des dirigeants, des managers, des collaborateurs par rapport à leurs besoins autour du sujet de l'IA. Et puis pour avoir déjà travaillé avec Arnaud, il a cette capacité à vulgariser le sujet, avoir cette capacité à le comprendre simplement tout en ne perdant pas le fond des éléments. Merci d'être là, Arnaud. Mais merci à toi pour cette superbe introduction. Je pense que tu faisais référence aux universités d'Eton que certains d'entre vous ont sûrement vu. Effectivement, on a pu, sur une journée complète, un petit peu vulgariser auprès de tous les vacomiens. Donc là, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, on se retrouve de façon beaucoup plus large avec vous. Et je vais vous présenter Élodie, avec qui nous avons eu le grand plaisir de vous préparer ce webinaire. Donc Élodie, elle est consultante chez Vacom, et ça, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. Et elle accompagne les entreprises et leurs équipes dans leurs projets d'évolution, mais aussi dans transformation. Donc, au niveau organisationnel, elle est vraiment au taquet. Ses activités principales chez Vacom sont le conseil et le coaching. Aujourd'hui, principalement basé sur le conseil et le coaching. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation croisée. Alors, au menu, ce qu'on vous a préparé en fait pour l'IA, donc ça va s'afficher dans 2 petites minutes, voilà. L'IA est déjà là, donc on va voir dans quelle mesure l'IA est déjà là. On va également faire un petit zoom en fait sur ce qui se passe dans nos organisations actuellement. Quel constat en fait? On part de quel constat? L'idée derrière, avec toi Arnaud, c'est d'y voir plus clair. Totalement. Comment on fait pour prendre le sujet et puis, c'est quoi les questions clés en fait à se poser pour prendre le sujet en main, aller sur le sujet de façon sereine, voilà, parce que le sujet IA, il est quand même très chaud, très flou, très global, très grand. On a à la fois envie d'y aller, à la fois on a un peu peur, on ne sait pas trop comment prendre le sujet, par quoi commencer. Donc nous, l'idée, au travers de ce webinaire, c'est vraiment de vous apporter de la clarté sur tout ça. C'est notre idée numéro 1. Voilà. Alors, l'IA est déjà là. Dans la préparation de ce webinaire, on voulait vous faire participer. C'est important pour nous et on vous a préparé en fait quelques petites questions pour faire un petit quiz, 3 questions simples, histoire de vous faire participer. Voilà, et puis de partager sur le constat en fait de l'IA aujourd'hui. Alors, première question. Combien de salariés, à votre avis, utilisent l'IA aujourd'hui au travail? Très bonne question. Donc, ceux qui veulent participer, ce sont les premiers qui se manifestent, qui lèvent la main. Vous pouvez utiliser les petits émo-icônes. Et donc, pour ça, plusieurs choix possibles. Est-ce que c'est un salarié sur 2? Est-ce que c'est un salarié sur 3? Ou est-ce que c'est un salarié sur 5? Sachant que on est parti d'une étude qui s'affiche sur votre écran et qui a été réalisée en 2025. Alors, à votre avis, combien de salariés utilisent l'IA aujourd'hui? Qui a envie de répondre? Vous nous levez la main et vous allez activer votre micro quand on va vous appeler. Alors, qui a envie de participer? Qui a envie de répondre? Ça dépend de la taille des boîtes, mais oui, déjà dans l'industrie. Du métier. Oui, ça dépend de la taille des sociétés, tout à fait. Alors, on vous laisse lever, vous manifester pour ceux qui souhaitent répondre.
Alors, je ne vois pas de main levée pour l'instant. Soit vous le faites à l'écran, soit vous le faites directement dans Teams. Ah, Charlotte, dis-nous tout. Alors, moi, je dirais, mais alors vraiment sous toute réserve, et c'est ma perception, je dirais 1 sur 2. 1 sur 2, d'accord. 1 sur 2 pour Charlotte. OK, on va peut-être prendre une autre réponse. Alors, ça répond pas mal dans le chat. On a également Élise. Avec 1 sur 3. Élise est plutôt sur 1 sur 3. OK. Alors, Merci. Et puis Camille, Je Et on partirai peut sur s'arrêter 1 là sur après 3 également. 1 sur 3, vous pensez? 1 sur 3. Alors, Arnaud, guide-nous. Mais voilà, la bonne réponse, effectivement, vous l'avez détectée. Et bonne intuition, très bonne intuition. Il faut que vous sachiez que en 2024, on était toujours sur 1 sur 5. Et ça y est, en 2025, on est passé 1 sur 3. Et sûrement que ça a déjà évolué Oui. début 2026. Ça évolue très vite. OK. On va bientôt arriver effectivement sur 1 sur 2. Donc, Super. passons à la deuxième question. Deuxième question. Alors, selon vous, qu'apporte l'IA aux salariés? Alors, évidemment, on a 3 choix pour vous, comme sur la question d'avant. Est-ce que ça apporte plus de productivité? Est-ce que ça apporte de la qualité? Ou est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée? Qui a envie de répondre? À votre avis, quelle est la bonne réponse? On va reprendre 3 personnes aussi. Alors, Productivité pour Élise. Rémi, OK. dit productivité, OK? Élise, vas-y, on t'écoute. J'aurais dit la productivité également. Productivité. Productivité aussi, OK. Et un dernier. Valeur ajoutée pour Lise. Lise, valeur ajoutée. Et Ah, Alexandre. Alexandre, un plus de droit. Alexandre, t'es un champion. Mais vraiment, t'es un champion. On avait le petit piège. Parce qu'en fait, on est joueurs, on avait voulu glisser une question piège. Donc, bravo à toi, Alexandre. Vous n'êtes pas fait avoir. C'est les 3. Quand on interroge aujourd'hui les salariés et qu'on leur demande que vous apporte véritablement l'IA, eh bien, pour 62%, l'IA permet d'augmenter la productivité au travail. Pour 57%, ça améliore la qualité de leur travail. Et pour 53%, ça permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Tout à fait. Bravo à vous. Alors, dernière question. Dans quelle mesure les employeurs préparent-ils leur personnel à travailler avec l'IA? Très bonne question, ça. Question intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, Très les bonne employeurs s'emparent du sujet? Au choix, 49% des employeurs, 37% ou 78%. Allez, Alors, à votre on avis, attend vos retours. On a déjà un 37% qui s'affiche. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie. Rémi nous dit 49% selon lui. Oh. Charlotte, 37. Lucas, Romain, 37 également. OK. Donc 37 et 49. 37. Personne ne s'est positionné sur 78. Hein. Personne n'a dit 78. Je n'ai pas vu en tout cas. Bernard, 37 aussi. OK. OK. Donc, on a tendance effectivement à penser qu'on est sur du 37%, mais selon vous, moi, je vais vous dire, on est sur 49%. Mais alors, on va mitiger ce résultat parce que c'est moins donc d'un employeur sur 2 qui prépare son personnel correctement à travailler l'IA. Mais il faut encore une fois, c'est ceux qui ont répondu dans l'étude où ils ne préparent pas du tout. Mais dans les 50% qui restent, donc l'autre partie, il faut que vous sachiez qu'il y en a quand même 40% où c'est un tout petit peu préparé. Donc au final, on est plus sur du 10% qui est réellement préparé. Donc voilà, c'est ça la stat qu'il faut que vous reteniez. Et puis en même temps, Arnaud, je pense qu'il y a plein d'employeurs qui ont envie d'y aller, de préparer leur personnel à travailler avec l'IA, mais finalement qui ne savent pas par où commencer ou comment prendre le sujet ou comment s'y prendre. On voit bien que dans les médias, on est submergé d'informations là-dessus et c'est pas simple. Et du coup, c'est une donnée intéressante à prendre en compte, justement pour y voir un petit peu plus clair aujourd'hui sur les organisations, comment ça se passe et qu'est-ce que l'on observe en fait. Le premier élément, Arnaud, de ce qu'on observe dans les organisations, c'est plutôt un usage informel qui est fait de l'IA. Totalement. C'est-à-dire que vous vous en doutez sûrement, mais on va appuyer sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si vous vous êtes pas emparé, si l'entreprise ne s'est pas emparée du sujet, ne croyez pas que vos collaborateurs et vos salariés ne se sont pas emparés du sujet d'une façon ou d'une autre. Il faut évidemment clairement avancer sur ce sujet. Donc, un usage individuel, ça c'est le sujet
plus important, c'est que finalement, avec ça, ça donne un risque parce que c'est invisible. On ne les a pas forcément, on leur a pas indiqué. On parlait de charte tout à l'heure. On leur a pas indiqué de comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Ils ont une initiative pas forcément, c'est pas malveillant de leur part. Hein, c'est clairement, ils veulent avancer sur leur boulot. Si l'entreprise ne leur a pas mis à disposition un bon outil, etc. Bah en fait, ils vont faire autrement. Donc ils veulent avancer sur leur sujet. On en parle partout. Donc évidemment, ils vont tester, ils vont faire des choses, mais peut-être que ce ne sera pas dans le bon cadre de votre structure. Et puis, bien évidemment, la partie la plus importante, c'est qu'en plus, ce ne sera pas collaboratif. On ne se sera pas partagé les informations. Alors moi, ce que je constate, Arnaud, c'est quand même, en fait, et puis voilà, c'était au travers d'études, hein, en fait, qu'on a pu regarder ensemble, c'est différents niveaux d'utilisation, en fait, avec différents degrés d'usage. Alors, pour vous permettre aussi d'avoir une vue sur ça, on vous a préparé un petit tableau. Donc là, on parle d'IA générative au sens pas technique, mais plutôt les généralistes que chacun peut utiliser. Et on voit qu'il y a différents niveaux d'utilisation. Alors, le niveau 1, on est plutôt sur un usage simple. Arnaud, hein, je parle sous ton regard dans les entreprises, avec le fait d'utiliser voilà, l'IA pour poser des questions, faire une recherche simple ou créer du contenu. On voit pas mal de gens aujourd'hui sur la création d'images, la structuration de mails, etc. Après, niveau 2, usage plutôt intermédiaire, où là, en fait, l'usage de l'IA permet la structuration de documents, générer des comptes rendus automatiques, analyser également des informations, analyser des documents, pardon, pour en retirer des informations clés. Et puis, ça peut être utilisé aussi pour traduire du texte en audio. Et puis, alors après, on est carrément sur le niveau 3, voilà. Le niveau vraiment d'usage avancé, avec là une analyse approfondie des contenus, la création d'assistants métiers, l'exploitation stratégique de données, et puis en fait, finalement, un peu d'analyse prédictive basée sur la bobinette de data. En fait, donc là, on voit qu'on est vraiment sur... Et bien sûr, sur l'usage avancé, on a fait quelques exemples, mais la liste est beaucoup plus longue, bien sûr. Pour autant, est-ce que, Arnaud, c'est réparti de façon égale dans les entreprises? C'est ça le sujet. C'est bien, tu as raison de le souligner, c'est OK, il y a 3 niveaux, mais il faut que vous sachiez que la plupart des entreprises sont restées sur le niveau 1. Donc, comme un peu en lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est que vu qu'il y a une utilisation un petit peu non guidée par les structures, on reste sur un usage relativement simple. Alors, il y aura sûrement certaines personnes qui vont s'intéresser plus au sujet, mais de manière globale, on est sur 90% qui vont être sur le niveau 1 en entreprise. Donc, on a encore un niveau d'approfondissement et d'élévation de niveau drastique. Avec du coup un choix d'outils où il n'y a pas forcément une conscience développée, où quand on pose une question, on demande de générer du contenu, quel type d'outils on utilise et où est-ce que ça va et c'est quoi les conséquences autour de ça. Du coup, au niveau des organisations, ça pose la question de la valeur ajoutée qui est apportée à l'orga, aux dirigeants, avec l'idée de se dire, finalement, on l'a vu dans le questionnaire, des petits quiz qu'on vous a présenté, tout le monde utilise l'IA pour générer en fait du confort dans sa propre sphère d'activité, dans son propre intérêt individuel. Mais finalement, est-ce que véritablement, il y a une valeur ajoutée qui est dégagée au niveau collectif pour l'entreprise? Pas forcément. Elle n'est pas mesurée aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est justement qu'on puisse y voir un petit peu plus clair dans tout ça pour utiliser l'IA, mais de façon un petit peu plus éclairée. Donc là, Arnaud, aide-nous à y voir plus clair dans tout ça. L'IA peut-elle véritablement nous aider à mieux décider? Vaste sujet. En fait, pourquoi on a parlé de décision, d'aide à la décision? Parce qu'on s'est dit, mais OK, aujourd'hui, vous êtes tous au taquet sur la plupart des sujets sur l'IA parce qu'on est vraiment inondé sur productivité, principalement, rapidité, etc. Moi, j'avais envie avec Élodie qu'on se pose sur la partie décisionnelle, qui est intéressante. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on peut aller. Là, c'est vraiment un niveau où on veut aller plus loin. On veut utiliser l'IA pour de la décision. Alors, évidemment, on va pas dire que l'IA décide à notre place. Clairement pas. Et c'est vraiment pas le sujet. Au contraire. Par contre, en revanche, on sait très bien que dans vos quotidiens dirigeants ou cadres dirigeants, vous avez aussi une décision parfois sous la contrainte. Stress, rapidité, pression, etc. externe. Là, on n'a pas forcément toutes les infos au moment
le moment à l'instant T. Donc l'IA vient avec toutes ces infos-là vous aider à y voir plus clair. Donc ça c'est important. Et du coup, Arnaud, qu'est-ce que l'IA peut apporter en fait à la décision? Donc l'aide à la décision, c'est sur 3 axes principaux, hein, il y en a d'autres, mais on vient réduire le bruit, on vient réduire la complexité de toutes les informations qu'on a, donc en lui fournissant suffisamment de contexte de la situation, en lui fournissant des données et des documents qui peuvent être assez importants. Donc on vient réduire cette complexité, c'est très important. Ça nous permet aussi d'aller chercher une prise de recul, c'est-à-dire que est-ce qu'on est parti sur le bon chemin, est-ce qu'on est en train d'aller vers les bons sujets, etc. Cette prise de recul, l'IA peut le permettre également d'y voir vraiment plus clair là-dessus. Et puis le dernier, c'est on a tous évidemment des biais, des croyances, etc. L'IA aussi, mais elle permet malgré tout, avec une force assez importante, d'aller détecter certains angles morts auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça, c'est vraiment très, très, très fort. Alors moi, ça me génère une question, Arnaud, par rapport à ce que tu disais précédemment. Est-ce que l'IA peut être intéressante demain, justement, pour nous challenger un peu sur les décisions qu'on doit prendre, en fait, nous challenger en nous disant qu'elle est d'accord avec nous, qu'elle n'est pas d'accord, ou en nous proposant un autre angle. Est-ce que ça peut être intéressant dans la prise de décision? Totalement. Je te donne un exemple. Par exemple, sur appel d'offres. Ok. Tu vois. Ah oui, tu les as mentionnés après. Ouais. Sur les appels d'offres, par exemple, on va prendre un exemple vraiment tout bête. On sait très bien, et souvent la plupart des structures répondent à des appels d'offres qui vont prendre du temps, c'est que c'est chronophage. Okay. D'accord. Donc j'ai besoin de savoir, moi en tant que dirigeant ou directeur de service, etc., de savoir si je dois y aller et je dois mobiliser une personne sur 3 jours, 4 jours, une semaine parfois, ou plusieurs, une équipe. Est-ce que je dois y aller? Et il faut que je sache rapidement si je dois y aller ou pas. Donc ça, l'IA, clairement, c'est un exemple hyper concret, elle peut nous aider rapidement à décider, OK, c'est fait pour ma boîte, c'est pas fait pour ma boîte. OK, ça c'est le premier exemple que je peux te donner. Super. OK. Le deuxième, alors on va pas tout lister, mais le deuxième, c'est un gros investissement à faire qui va avoir des conséquences sur l'équipe, sur l'entreprise, sur les années à venir. Donc, gros enjeu, donc besoin de clarté aussi. Encore, comment on fait pour arbitrer correctement cet investissement? Donc là, l'idée, c'est qu'il y a de la donnée. En fait, dans la machine, on a donné de la donnée à l'IA. Voilà. Et dans l'analyse de ces données, ça va nous dire si tel investissement est judicieux pour notre société, si on va être gagnant ou pas. Exactement. Et puis, ça vient sur le troisième point, tu as raison de le souligner, c'est du coup, on peut aussi mesurer les risques sur chaque solution choisie pour être en conscience d'avoir le choix le plus éclairé. OK. Ça répond à ta question? OK, super. Et je voulais faire un petit rappel avec Elodie, c'est évidemment on parle d'IA, mais on est convaincus, nous, chez Vacom et Biscotte, que on veut garder nos ménages en forme, d'accord? Donc, on veut garder la responsabilité de la décision, évidemment. Pour nous, l'IA, elle est là pour nous éclairer, elle est là vraiment pour nous aider, nous faire avancer, mais on veut garder l'arbitrage de la décision, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est hyper important. Par contre, l'esprit critique de l'humain, ça, il faut le garder. D'accord? Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord. Quand on a monté ce webinaire, l'esprit critique, c'est venu comme une évidence. Il faut qu'on en parle tous les jours, plus que jamais. Dans le monde qui est aujourd'hui, l'esprit critique est devenu clé. Et dans la décision, encore plus. D'accord? Donc, en fait, on peut dire que l'IA est plutôt un copilote. Totalement. C'est un copilote, c'est le bras droit que chacun peut avoir dans son ordinateur ou son mobile. OK, mais on garde la main sur la décision avec notre propre esprit critique pour analyser les réponses, etc. et décider, prendre la décision finale. Exactement. OK, alors du coup, on en arrive à... c'est quoi les questions à se poser? C'est quoi les questions à se poser pour démarrer sur le sujet de l'IA? Alors oui, aussi parce que vous dire qu'aujourd'hui, donc l'IA est bien présente. Toutes les entreprises s'emparent pas du sujet de la même façon. Il y a entre guillemets une avance qui est prise par les grosses boîtes parce que plus de moyens, etc. Mais pour autant, on peut avancer sur le sujet de l'IA sans se dire que ça va forcément générer de gros investissements. Et nous, chez Vacom, on est et on partage avec Biscotte AI, en fait, très partisans de la méthode des petits pas. On peut y aller simplement et sereinement.
Les questions néanmoins à se poser quand vous vous engagez sur le sujet de l'IA, c'est toujours déjà ramener à l'objectif. OK, vous voulez prendre le virage de la transition numérique, vous voulez travailler avec de l'IA, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi votre objectif en tant que dirigeant? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que c'est pour apporter plus de confort à vos salariés? Est-ce que c'est pour en faire un usage plus sécure à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est véritablement pour optimiser certains process chez vous, vous permettant d'analyser la data plus rapidement et d'optimiser vos prises de décision, pardon? C'est quoi votre objectif? Et l'IA n'est pas une obligation, ça dépend aussi de là où vous en êtes, de votre stade de maturité, etc. Donc, toujours se poser la question de quel est mon objectif, pourquoi j'y vais, et l'IA reste un moyen. Deuxième question, l'outil. Quel outil? Quelle IA? Parce que forcément, en préparant ce webinaire, j'ai creusé le sujet, et Arnaud, ce que j'ai compris, c'est que finalement, quand on parle d'IA, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs sous-catégories d'IA. Totalement, il y en a même plutôt beaucoup, et plus on va avancer, plus il y en aura. Évidemment, il y a quelques grands qu'on connaît tous, notamment ChatGPT qu'on connaît, qui a vraiment initié cette nouvelle ère de l'humanité. Et on se dit bien qu'il y a des IA qui vont être spécialisées, qui vont être plus fortes sur tel sujet ou tel sujet. Donc, on voit bien que c'est pas si simple de répondre à la question. Donc, on va d'abord, en questionnant l'objectif, comme tu disais juste avant, pouvoir choisir en conscience quels sont les meilleurs outils pour répondre à ces besoins. Et là, autre clé véritablement importante dans le choix de l'outil, nous, ce qu'on vous préconise, c'est d'être ultra exigeant dans l'outil que vous allez choisir. Parce qu'effectivement, quand on parle de l'IA, on peut avoir tendance à se précipiter en disant bah, « super, ça va m'aider dans ma prise de décision, etc. » Sauf que quand vous interrogez l'IA pour la prise de décision, ça mouline des données. Si vous allez chercher un outil public ou vous développez un outil interne dans votre entreprise, mais que la prise en main des données n'est pas juste ou enfin voilà, les données sont pas bonnes, forcément, dans votre co-décision ou copilotage, en tout cas dans votre aide à la décision, vous allez avoir des choses qui vont pas être intéressantes. Et donc, nous, notre préconisation, c'est prenez le temps de bien réfléchir à ce dont vous avez besoin et soyez exigeants sur l'outil que vous allez choisir d'intégrer dans votre structure, parce que votre degré d'exigence par rapport au choix de l'outil, entre guillemets, va blinder finalement les préconisations ou les données qui vous seront remontées et rendra votre prise de décision beaucoup plus pertinente et beaucoup plus fiable. Et il y a un scientifique chercheur qui disait quelque chose de très intéressant, qui disait aujourd'hui, en tant que dirigeant, quelquefois, vous déléguez la prise de décision dans vos organisations à des personnes de confiance. Et bien, ayez la même exigence dans le choix de l'outil que vous allez faire demain, c'est-à-dire ayez la même exigence dans le recrutement finalement des outils IA que vous allez choisir d'intégrer que dans les personnes de confiance que vous intégrez pour co-décider ou pour prendre des décisions avec vous au sein de la structure. Et je trouve ça hyper intéressant de dire soyez exigeants pour maîtriser l'outil que vous intégrez dans vos organisations. Et enfin, le dernier point, c'est quel cadre? Quel cadre vous posez sur l'usage de l'IA? Quelle réglementation, alors je vais écrire mes petites notes, quelles règles d'usage vous décidez de faire avec vos équipes? Ne prenez pas le sujet d'IA de façon, on va dire, individuelle et autonome. Prenez le sujet pour y réfléchir avec les personnes clés de votre organisation sur quelles règles d'usage vous voulez définir en équipe, comment vous voulez vous faire accompagner, par quoi vous voulez démarrer. Nous, chez Vacom, par exemple, grâce à Arnaud, lors de nos universités d'été, on a pu en fait définir une charte éthique de fonctionnement. N'oubliez jamais aussi les conséquences de l'IA dans voilà, le côté un peu écologique aussi, hein, de tout ce que responsabilité de tout ce que ça génère. Donc, il y a véritablement, en fait, comme troisième point clé, de vous dire, OK, je vais intégrer l'IA demain dans ma structure, mais finalement, de quelle façon, avec quelles règles et quel cadre minimum pour que mes équipes puissent l'utiliser demain de façon sécure pour moi en tant que dirigeant, puisque je garde, n'oubliez jamais ça, je garde la responsabilité des décisions qui sont prises dans ma société. Et puis, évidemment, on le dit depuis le début,
tu as raison, c'est pas l'IA qui va décider, puis vous ne pourrez pas vous cacher derrière l'IA, c'est l'IA qui a décidé ça, évidemment. Mais il faut aussi, on parle d'interne, tu as totalement raison, chez Wacom, on a fait vraiment une politique interne et c'est hyper important, mais on peut déjà anticiper que vous allez aussi avoir besoin d'une politique externe. Tous vos acteurs externes vont avoir besoin de savoir comment vous avez décidé que l'IA est utilisée avec vos données. Donc ça, c'est vraiment deux choses pour nous qui vont vous permettre de cadrer correctement l'usage de l'IA dans vos structures. Voilà, donc c'est quoi mon objectif? Quel outil, quel degré d'exigence j'ai par rapport à ça et quel cadre minimum je mets en place pour commencer à aller sur le sujet avec mes équipes. On est pas mal? On est pas mal. En termes de timing, on est bien? On est même, regarde, il est 29. Attends, je vais mettre mes lunettes. Ah oui, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard, mais quand même. On va garder le timing. Échange, on passe sur la partie échange. Peut-être avez-vous des questions? On vous écoute. Questionnement, remarques, questions, allez-y. Alors, on vous laisse peut-être… Là, à l'oral, hein, pas forcément dans le chat, vous activez votre micro et vous nous posez votre question. Manifestez-vous dans un premier temps et puis effectivement, on prendra les questions une par une, si vous en avez. Alors, première question, allez. On se lance, on sait toujours que la première… Ah, j'en ai une première, merci. Bah, écoute, merci à toi, François. Mais on n'a pas la question. Tu as accès au chat, Delphine? Non, je peux pas. Ok. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, ce sera beaucoup plus simple pour nous. ça peut être aussi partage d'expérience sur le sujet, si vous utilisez déjà l'IA, ce que ça a pu vous apporter justement par rapport à votre prise de décision. Alors, on a une main qui se lève. Oui. Edouard? Quelle serait l'IA la plus éthique ou RSE ou responsable à utiliser en IA générative selon vous? Alors, ça, c'est un vrai sujet de fond et tu fais bien de le poser et c'est un sujet complexe. On a les Suisses qui ont commencé à travailler sur le sujet avec Euria, qui est une IA qui se veut la plus éthique et responsable possible. Malgré tout, avec un cœur open source qui vient de Chine, mais peu importe, hein, c'est pas grave en soi. Et c'est aujourd'hui les précurseurs. Donc, et c'est européen, donc c'est important. Mais malgré tout, les grands leads mondiaux sur la partie responsabilité, on peut pas vraiment dire qu'ils sont à la pointe là-dessus. Même Claude, qui à l'origine est l'alter ego de ChatGPT, était parti sur ce sujet de la responsabilité des données, etc., a fait marche arrière avec l'arrivée de Trump. Ok. Est-ce qu'on peut développer des IA internes en fait pour nos structures et que ça nous donne quand même des éléments intéressants justement au niveau de la génération de contenu? Tout à fait. Alors, il y a pas mal de façons de le faire. Plus ou moins gros, on parle d'installer une IA sur un poste, mais on parle aussi d'installer une IA sur un serveur de l'entreprise ou même sur des serveurs externes. Donc, il y a plein de granularités, mais il faut bien comprendre que pour avoir la puissance des gros, il va falloir vraiment aller chercher des serveurs extrêmement puissants. Donc, il faut toujours regarder un petit peu en termes d'investissement versus la qualité et la sécurité qu'on attend. Ok. Une autre question? Alors, d'autres questions? Soyez pas timide. Alors. Moi, juste, alors, désolée, je suis arrivée hyper tard. Merci pour votre présentation. J'étais en visio. Juste une question, est-ce que vous utilisez des IA pour enregistrer, par exemple, des rendez-vous? Je trouve que ça pourrait être vraiment utile parfois pour faire des comptes rendus, raccourcis. Mais je ne sais pas quoi, ni quel budget ça pourrait représenter. Je pense que ça pourrait nous être utile dans notre métier. Il faut que tu saches, Magali, que la plupart déjà, quand tu fais des visios, la plupart des outils, mais je pense que vous le savez tous, à peu près, se sont emparés du sujet. Quasiment tous les sujets, tous les outils visio, Teams, Google, Zoom, etc.,
ont un outil de transcription de la visio. Et puis c'est fort parce que du coup, l'IA sait qui a parlé à quel moment. Donc c'est assez puissant. Mais on peut aussi parler de rendez-vous physique. Et là, il y a d'autres solutions. Vous avez Claude, qui était le précurseur, Plaud, qui est sous forme de bracelet, limite petit pendentif, bijoux, etc. Alors, éthiquement, il faut faire gaffe, parce qu'effectivement, on commence à être dans une forme de discrétion. Mais il y a aussi le fondamental de Claude, c'était une carte qu'on mettait derrière le téléphone, qui marche aussi quand on fait un appel téléphonique. Mais évidemment, je vous recommande de prévenir la personne. Évidemment, on est en termes d'éthique, on prévient toujours ses clients, ses partenaires que c'est enregistré. Et puis, il y a d'autres, plus simplement aussi sur son ordinateur, il y a certains outils comme Gemini ou ChatGPT qui intègrent directement le fait de pouvoir capter une réunion, de pouvoir retranscrire derrière toutes les informations les plus pertinentes, ce qui s'est dit, ce qui s'est joué, etc. Magali, ça répond à ta question? Oui. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres partages d'usage ou d'expérience sur le sujet? Allez-y. N'hésitez pas. Rémi, Christian, Camille, dites-nous tout. Charlotte? Oui. Vas-y, Oli. On a entendu? Oui. Alors, Isabelle? une question. Oui. Isabelle. C'est le collègue d'Isabelle. Elle n'a pas changé de voix. Okay. Non, j'ai une petite question concernant la notion de confidentialité des sources. Élodie évoquait tout à l'heure le droit à l'image par rapport à la retranscription. Quand on utilise des outils que j'appellerais publics comme ChatGPT, on sait que les données qui sont dedans, comment sont-elles exploitées? Je prends un exemple. Google Traduction a énormément progressé depuis quelques mois, voire quelques années. Vous avez la possibilité maintenant de pouvoir mettre directement des documents. Par contre, la question, c'est qu'on sait que des entités comme Google, Amazon et d'autres, même Facebook, utilisent ces données, puisque en règle générale, quand on lit les conditions d'utilisation, on sait que ça peut être utilisé. Donc, quelle va être la cohabitation entre la liberté que ça peut apporter cette IA et puis les contraintes, même en France, entre le RGPD, les différentes implications qui sont réglementaires? Comment ça va pouvoir se gérer et cohabiter? Alors, c'est toute la complexité du sujet et tu mets le doigt sur ce que peut, enfin, la réflexion de la plupart des dirigeants et cadres dirigeants, parce que il n'y a pas de bonne réponse en réalité. Il n'y a pas de bonne réponse parce que on sait très bien, et tu l'as souligné, que ce sont des boîtes noires, toutes ces solutions, Gemini, ChatGPT, etc. On n'a pas le contrôle de nos données. Même si on a souvent des petites cases à cocher, je veux pas que mes données soient exploitées pour enregistrer le prochain modèle, malgré tout, on n'a pas un vrai contrôle. Faut pas se leurrer. Donc, c'est si on est sur des données, si on utilise des données vraiment confidentielles, en fait, je vous recommande surtout de pas le faire. Dans ces cas-là, ça va être plutôt sur un usage avec une IA plutôt interne, si vraiment il y a un besoin d'usage d'IA. Ok. Pour sécuriser en fait les données qui sont utilisées. Totalement. Et en même temps, je ne sais pas si tu sais où ça en est justement en termes de la réglementation en fait autour de ce sujet. Est-ce que juridiquement, l'IA se réglemente, enfin, il y a des choses qui sortent au niveau de la réglementation avec l'usage des outils publics ou pas forcément autour de Ça a beaucoup de mal. L'IA qui était précurseur en Europe, d'accord. Mais on voit bien que les Américains, comme d'habitude, tout ce qui est réglementation, c'est pas trop leur fort. Eux, ils avancent tête baissée. Et clairement, Trump, en plus, a ouvert une autoroute pour que ce soit encore plus rapide. Donc, non, on est loin de pouvoir réglementer correctement comment sont exploitées nos données dans ces outils-là. Ok. Et alors moi j'ai une question Arnaud, quand on veut s'emparer du sujet de l'IA pour commencer véritablement à l'utiliser, à le mettre en place dans nos organisations et qu'on est plutôt dans la sphère des ETI ou de la PME, en interne dans une société, qui prend le sujet? Enfin, je veux dire, comment tu préconises que le sujet soit pris en fait au sein des organisations?
Est-ce que c'est pris par le DG? Est-ce que c'est le DSI? Est-ce que c'est éventuellement la personne qui s'occupe du juridique? Comment tu préconises la prise en main du suivi quand on est une petite structure? C'est une très bonne question et je pense qu'elle est multiple. C'est-à-dire que ça va pas être une personne qui va s'emparer du sujet, il faut que ce soit clairement collectif. Okay. Parce que, évidemment, quand les personnes à la direction, s'ils impulsent, il faut que ça vienne forcément d'eux. Ça veut dire que, on l'a bien dit tout à l'heure, si on veut que ce soit vraiment correctement, collectivement, on s'empare du sujet, il faut que ce soit global. Donc, ça veut dire que, évidemment, le DSI est dans la boucle, évidemment, les RH sont dans la boucle, évidemment, le DG, on n'en parle pas. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça peut pas être une personne, il peut être lead, mais par contre, il faut emmener l'équipe avec soi parce que c'est un choix collectif. Ok, super. Alors, est-ce qu'il reste des petites questions ou est-ce qu'on a été clair? Est-ce que c'est bon pour vous? A priori, oui. Écoutez, super. En tout cas, on était très contents de préparer ce webinaire. Alors, vous dire en fait que chez Vacom, en partenariat avec Biscotte AI, on a décidé de mettre en place en fait la possibilité de faire un état des lieux en fait de là où vous en êtes par rapport à ce sujet en fait de l'IA et de cette transition numérique, vous permettant en fait d'avoir une première vision et d'y voir plus clair sur tout ça. Seul investissement de votre part, écoutez, c'est 1 heure de votre temps. Donc, vous avez à l'écran le QR code qui vous permet de renseigner un petit formulaire qui va vous permettre de bénéficier d'1 heure en fait pour avoir un petit état des lieux de là où vous en êtes, est-ce que vous êtes prêt, pas prêt, si vous voulez y aller, de quelle façon, pour faire quoi, etc. Y voir plus clair encore une fois finalement. Y voir plus clair, en tout cas, aller plus loin par rapport à ce webinaire. Vous dire aussi et vous rappeler que Vacom, nous sommes un réseau, nous avons à peu près une 40aine de structures présentes sur l'ensemble du territoire et que tous nos Vacomiens sont prêts aussi pour vous aider à prendre le sujet, le prendre de façon globale, vous poser les bonnes questions au niveau de votre organisation, comment vous allez prendre le sujet aussi avec vos équipes. Donc, n'hésitez pas à solliciter le Vacom de votre région pour vous accompagner également sur ce sujet-là. On le fera en partenariat aussi avec Biscotte AI et notre Arnaud ici présent. Arnaud, merci. Merci à toi. C'était un plaisir de préparer ce webinaire avec toi. Et pour ce premier webinaire de l'année. De l'animer. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire et puis à suivre ce webinaire. Merci pour ça. Prochaine date à retenir, mars, pour le prochain webinaire Vacom. Donc, on vous attend également nombreux. Et puis, on va vous souhaiter une belle journée. Arnaud, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Suivez-nous sur LinkedIn, évidemment. Vous saurez pour le prochain webinaire quels sont les sujets que nous allons aborder. Tout au long de l'année, vous aurez des webinaires, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, encore merci. Encore un merci à tous de votre présence et à très vite. Et n'ayez pas peur, prenez le sujet. Merci beaucoup. Au revoir.